Bonsoir, merci de suivre ce 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Avant le développement de l'actualité, retenez que je partage ce plateau ce soir avec Madame Abdulrazak Ladifatou, bien connue sur ce plateau puisque ce n'est pas la première fois que nous la recevons. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors vous êtes responsable boutique de Canal+, et vous avez de très bonnes nouvelles à annoncer à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ce sera dans quelques instants, Inch'Allah. La transparence dans les industries extractives, c'est le principal centre d'intérêt d'une journée d'échange et de plaidoyer organisée par le ROTAB ce samedi. Le ROTAB, c'est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Et c'est la maison du citoyen du mouvement Tournons la page qui a accueilli cet événement résumé ici par Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Rendre à César ce qui appartient à César, c'est cela l'objectif affiché par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB à travers cette rencontre dite d'échange et de plaidoyer sur la transparence des industries extractives. Il s'agit ainsi pour le ROTAB de déterminer des perspectives pour faire mieux profiter les Nigériens en misant sur la transparence de l'extraction minière et pétrolière. Et 3 panélistes ont été conviés à cette occasion, dont Mohamed Lawangaya qui a exposé sur l'effectivité de la transparence de l'exploitation pétrolière au Niger. Si l'Afrique devait se constituer comme étant un seul producteur, on peut défier l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la Russie. Et peut-être être le premier producteur mondial de pétrole. Et le pétrole africain, il se situe beaucoup plus dans le golfe de Guinée et dans l'interland sahélien. Donc les pays du Sahel. Et j'ai une étude de l'ancienne Union soviétique qui disait que le miracle que connaît la Libye, l'Algérie et le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Mali connaîtraient le même miracle en matière de ressources pétrolières. Mieux aujourd'hui, les experts en pétrole qualifient la zone des 3 frontières au sud de l'Algérie, à l'est du Mali, à l'ouest du Niger et au nord du Burkina Faso. Cette sont les 3 frontières, nous l'appelons le Koweït du Sahel du point de vue de son potentiel pétrolier. Pétrolier uniquement, pas des ressources minérales. Des dispositions ont été prises et l'attention a été attirée depuis le plan d'action de Lagos en 1980 et un peu plus tard avec la vision minière africaine. Donc le plan d'action de Lagos, la question qui était posée, c'était l'exploitation des ressources extractives énergétiques est-elle un vecteur de développement? On a constaté qu'en Afrique, non. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle donc, le paradoxe de l'abondance ou la malédiction des ressources pétrolières et minières. Donc on estime que, certains estiment que l'exploitation n'est pas un vecteur de développement. Mais la question qui se pose aujourd'hui, comment s'assurer qu'elle le soit? Et je crois que c'est la question que nous nous posons ici. Comment allons-nous faire pour que l'exploitation de nos ressources extractives soit un facteur de développement de notre pays? L'initiative est organisée dans le cadre d'un projet dénommé Transparence des contrats miniers et pétroliers au Niger. Échanger avec les parlementaires, les cadres de l'administration, la société civile, les journalistes sur la transparence dans les industries extractives, avec vraiment un zoom sur l'exploitation pétrolière au Niger. Quel est l'état des lieux de la publication des contrats au Niger? Quels sont les leviers sur lesquels la société civile et les citoyens peuvent s'appuyer pour améliorer la transparence de l'exploitation pétrolière du Niger? Donc vraiment l'objectif de la journée, c'est d'organiser ces échanges-là, de donner et de recevoir, mais aussi de réfléchir sur les différents moyens, sur les différents aspects sur lesquels nous allons nous appuyer pour améliorer la gouvernance des industries extractives au Niger. Des participants à cette rencontre n'ont pas manqué de marquer de leur intérêt pour ces cadres édificateurs. Je saisis vraiment cette opportunité pour rendre hommage au réseau pour les organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB pour cette initiative, parce qu'elle nous permet, nous en tant qu'organisation de la société civile, travaillant dans le domaine de la transparence et de la redevabilité, justement d'échanger avec des experts sur la problématique de la transparence dans les industries extractives. C'est une bonne initiative et je crois qu'elles doivent même être multipliées, ce genre d'initiatives, parce que c'est des initiatives qui permettent à la société civile de comprendre les enjeux et la réalité de l'industrie extractive.
Et nous venons de comprendre à travers les échanges, à travers les communications des experts, que c'est un domaine qui est complètement opaque. Il n'y a pas de transparence. Il y a beaucoup de surenchères, beaucoup de surfacturation et beaucoup de non-droits, beaucoup de non-dits qui enveloppent cette activité-là qui doit normalement profiter au Niger et aux citoyens nigériens. Voulu interactive, cette rencontre qui a vu la participation des citoyens, des représentants des OSC et des élus nationaux n'a pas dérogé aux règles assignées. Des questions et des contributions ont largement été soumises par des participants, questions auxquelles les différents panélistes ont essentiellement apporté des explications. Restons avec les industries extractives. Aussitôt après son investiture à la tête de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, le nouveau président, annonce de grandes décisions. Parmi celles-ci, la suspension de la subvention des hydrocarbures, une mesure qui fait déjà des mécontents et qui aura des conséquences fâcheuses sur le Nigeria lui-même ainsi que sur ses voisins comme le Niger. C'est du moins l'analyse faite de cette situation par l'économiste Issoufou Boubacar Kado que je vous invite à suivre. À l'époque, le général Buhari avait essayé de suspendre cette subvention aux hydrocarbures. Ça a créé des émeutes au Nigeria et il était obligé de suspendre. Maintenant, le nouveau président qui vient d'arriver, je crois qu'il a été mal inspiré, mal conseillé par les économistes libéraux qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Cette suspension de subventions, vous avez vu le tollé qu'elle a soulevé au Nigeria. Actuellement, les organisations syndicales, que ce soit patronales ou des travailleurs, ils sont en train de s'organiser pour combattre cette décision. C'est une décision qui ne va pas prospérer. Je dis elle ne va pas prospérer parce que cette subvention-là aux hydrocarbures, que le Nigeria le veut ou pas, c'est ça qui permet la création de la richesse dans le pays et aussi, surtout avec nous, les pays voisins. Les conséquences que ça va avoir sur le Niger, c'est que le carburant subventionné au Nigeria, ça permet d'entretenir une sorte de commerce informel. Or, tout le monde sait que l'économie du Niger, à 60%, elle est supportée par l'informel. C'est le secteur informel participe à 60% sur la production du produit intérieur national brut. Donc, si une fois que ces subventions-là sont levées, ça veut dire les produits fabriqués au Nigeria, les produits manufacturés, tout qui nous sont déversés, vont monter, les prix vont monter. Puisque avec la subvention aux hydrocarbures, les grandes entreprises industrielles du Nigeria arrivent à produire, puisqu'ils ont un carburant qui leur coûte moins cher, ils produisent et ils vendent moins cher. Et ça permet aux Nigériens les plus défavorisés de survivre, de vivre décemment. Mais maintenant, avec la suspension de cette subvention, les conséquences sur le plan économique du Nigeria, ils vont les sentir. Parce que l'économie du Nigeria, c'est une économie qui est extravertie comme l'économie du Niger. Elle vit avec l'extérieur. Donc, c'est une erreur, à mon avis, de brusquement suspendre ça. Voilà, donc je l'annonçais en début de ce journal, je partage ce studio ce soir avec Madame Abdelrazak Ladifatou, elle est responsable boutique à Canal Plus Niger. Alors Madame, dès qu'on vous voit, on voit des bonnes nouvelles, alors de quoi s'agit-il aujourd'hui? Donc c'est le festival des cadeaux chez Canal Plus. Jusqu'au 30 juin 2023, réabonnez-vous à votre formule habituelle D-Access ou activez votre nouveau kit et tentez de gagner de nombreux lots, dont 1 million de francs offerts par EcoBank, un an d'abonnement tout Canal Plus chaque jour, un mouton à gagner chaque jour, des télévisions et de nombreux autres cadeaux. Une programmation sensationnelle vous attend avec le meilleur du sport, des séries et du divertissement pour toute la famille. Alors, Canal Plus dit faire les choses en grand. Quelle est la seconde surprise? Donc, pour tout réabonnement, à partir de la formule Access, 15 jours offerts à tout Canal Plus. Et pour rendre accessible Canal Plus aux Nigériens, le kit simple est à seulement 8500 francs. Le kit simple est composé du décodeur, de la télécommande avec un mois d'abonnement Access. Le kit complet a seulement 13 000 francs CFA. Le kit complet est composé d'un décodeur Canal+, d'une télécommande, d'une parabole avec un abonnement Access à partir de 13 000 francs seulement.
Alors, pour avoir tout ça, on fait comment? Rendez-vous dans les boutiques Canal+, pour vous réabonner ou pour prendre vos décodeurs Canal+. Ou bien vous pouvez vous réabonner via l'application EcoBank ou bien les Mobile Money. Merci beaucoup, Madame Abdelrazak Ladifatou. Je rappelle que vous êtes responsable boutique. Je vous invite à rester pour suivre la suite de ce journal sur la télévision Labari. Merci beaucoup. La caravane Paix, Gouvernance et Cohésion sociale de l'USAID, conduite par Sahel Collaboration et Communication, poursuit sa tournée avec une représentante du ministère de l'Intérieur. Cette caravane était dans les communes de Kolo et Sakwara, c'est en région de Tillabéri. Partout, elle s'est intéressée aux projets financés par l'USAID. Hamza Sakou nous commente les images de Sahel Collaboration et Communication. Le consortium des organisations non gouvernementales Search for Common Ground, Comdev et Berandi appuie le projet On est ensemble dans le département de Kolo, région de Tillabéri, dans la quête de la paix. Ainsi, 30 jeunes leaders sont formés pour être ambassadeurs de la paix à travers l'organisation de diverses activités dans cette zone de conflit multiforme. goyeno kan igbagumo afogo kan ejingite kan sirgine de yobon fahama mantikala irkoino nangu kan wobure gahar group subai wobure che kure fora kan ka borjare représenté. Nous menons plusieurs activités pour promouvoir la paix. On peut citer la FADA autour des puits pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la paix. Des réunions avec les autorités, éleveurs et agriculteurs pour créer un climat de paix entre eux. Nous faisons des campagnes de sensibilisation dans les villages pour expliquer aux populations l'importance de vivre ensemble. Donc, si ça bisa, mais halka songo yak fo sintra amani kamata kan irbarada. Et cette rencontre est initiée pour la cohésion sociale afin de se débarrasser des mésententes politiques. Au village de Sarkwara, localité située à 9,6 km de la ville de Tillabéri, les dialogues communautaires et les activités d'engagement des femmes de cette commune, fruit de l'intervention du projet Adalki, contribuent efficacement à la résolution des conflits et au respect des droits de la femme. Nous sommes en train d'accompagner les chefs traditionnels. Dès qu'il y a conflit, ils nous appellent. Ensemble, nous essayons de les apporter nos contributions. Parce qu'avant, il y a des chefs même qui tranchaient, qui ne savent pas leurs limites. Mais maintenant, grâce à cette formation de médiation, les chefs traditionnels savent là où ils vont s'arrêter, dans quel conflit ils vont intervenir, dans quel conflit ils ne vont pas intervenir. Avant Adelchi, la femme au niveau rural, nous avons beaucoup de droits qui sont piétinés. Mais maintenant, avec les sensibilisations, avec les restitutions des formations, dès que nous venons, nous transmettons ça au niveau des femmes. Maintenant, on commence à être émancipés. Que ce soit nous, que ce soit nos maris, maintenant, ça va un peu. Un changement ne vient pas tout de suite, quoi, je veux dire. Ça, c'est progressif. Mais quand même, nous avons des résultats vraiment positifs. Je suis très satisfait d'abord, parce que malgré mon handicap, moi, j'ai été choisi par mon structure. Moi, je représente l'ESC au niveau de la médiation. Donc, l'USAID n'ont pas écarté les handicapés. Et ça, là, c'est vraiment, ça me réjouit beaucoup, et bien que d'autres aussi camarades qui soient handicapés aussi. On continue à sensibiliser aussi la population, surtout moi, de mon côté, les handicapés. Je dis vraiment de ne pas laisser les bras croisés et que de se battre pour vraiment revendiquer leurs droits. À travers cette caravane de presse, le projet USAID Sahel Collaboration et Communication entend mesurer l'impact des projets On est ensemble et Adalki dans la consolidation et la promotion de la paix et la cohésion sociale dans cette localité, déjà meurtrie par les conflits communautaires.
Bientôt, les grandes vacances, période pendant laquelle les scolaires s'adonnent à des activités de voyage, de divertissement ou encore de repos. Dans le même temps, certains choisissent de faire des activités lucratives ou alors de fréquenter, d'améliorer leur connaissance de l'islam à travers la fréquentation des écoles coraniques communément appelées Makaranta. Constat de Ariata Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendant la période des vacances scolaires, beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques. Que ce soit dans les mosquées ou dans les centres d'enseignement coranique, l'affluence est totale. C'est une école que nous avons fondée pour enseigner aux enfants l'islam et leur donner l'éducation et la culture islamique. En même temps que nous avons aussi des horaires pour les grands, hommes et femmes. C'est la nuit. Il y a certaines nuits pour les hommes et certaines nuits pour les femmes. Les enfants, nous les prenons pendant les vacances pour leur enseigner le Coran et la culture islamique. L'apprentissage de l'islam dès le bas âge est une recommandation de la religion. Pendant l'année scolaire, les élèves ayant suivi 9 mois de cours, et donc ils partent en congé, en vacances de 3 mois. Et certains parents profitent effectivement pour envoyer ses enfants à l'école coranique. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que des deux côtés, c'est l'éducation. Donc il y a le système colonial que nous sommes en train de suivre, un système formel où il y a un programme, les élèves sont obligés de suivre donc, au même rythme et c'est sanctionné à la fin de l'année par un test de passage. Et, alors qu'au niveau de l'école coranique, c'est l'informel, comme on le dit, et les élèves suivent les cours chacun à son rythme. Quant aux apprenants, les cours de vacances dans les écoles coraniques sont une occasion à multiples opportunités. Certains d'entre eux témoignent. Je viens pour qu'on nous enseigne l'islam, parce que c'est notre religion. Si on refuse d'aller faire des vacances, je viens pour apprendre l'islam. J'ai les vacances. Je viens ici pour apprendre ma religion. Je ne vais pas passer mon temps à jouer. À la maison, il n'y a rien à faire et je suis venue pour apprendre le Coran. Les grandes vacances scolaires permettent ainsi aux enfants de parfaire leur connaissance sur l'islam, ce qui constitue un plus pour l'enfant. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Assamaou Moussa. Pour terminer ce journal, parlons du sport. Pour les besoins des éliminatoires de la CAN, le MENA national va affronter le 18 juin prochain la Tanzanie. Le sélectionneur Jean-Michel Cavalli du 11 national nous en dit davantage. Nous sommes dans un état d'esprit concentré, solidaire, cohérent et j'espère conquérant. Parce que c'est un match important pour nous et un match qui peut traduire une qualification plus tard peut-être, mais ça passe par un résultat positif. Voilà, la sélection qui a été faite, on n'a plus qu'à croiser les doigts maintenant parce qu'il y a encore 2 matchs à faire avant la date FIFA et j'espère qu'on n'aura pas de blessés. Il vaut mieux avoir des joueurs qui ont cette expérience-là parce que bon, Mohamed Ali, on ne le présente plus. En plus, il a été champion au pays où il joue, avec le Maccabi. Ballet, c'est notre capitaine. Il est évident qu'il est très performant en plus et puis il est revenu encore plus performant qu'avant. Donc c'est toujours plus rassurant. Par contre, c'est plus compliqué pour le sélectionneur parce qu'avec la performance que nous avons faite en Algérie, il y a des choix qui seront à faire et il va bien falloir réfléchir. Mais même si on se trompe, on aura la qualité pour changer de suite. Eux qui vont nous le prouver sur le terrain. Normalement, s'ils sont supérieurs à ce qu'on avait, on devrait faire un résultat, puisqu'on n'était pas très loin. Mais je vous dis, je préfère avoir affaire à des choix de qualité plutôt que d'avoir la facilité de faire une équipe parce que je n'ai que 11 joueurs. Non, c'est rassurant. C'est toujours
glorieux d'être international, de jouer pour son pays, de porter le drapeau, de porter le peuple, de faire plaisir au peuple, à sa famille, à ses amis. Et puis, d'avoir des compétitions de ce niveau. On ne peut pas monter plus haut qu'une rencontre internationale. Donc, pour leur carrière, parce que vous savez, moi, je suis de l'autre côté de la barrière, j'ai été footballeur d'abord. On ne se souvient que des belles choses dans le football. Et celles-là font partie des belles histoires, celle d'avoir été sélectionné et ensuite de faire un match très important. S'ils le passent, ils pourront dire, de toute manière, leur nom sera écrit sur le marbre du football à Niamey. Nous étions là ce jour-là. C'est aujourd'hui une belle fête. Et on est à la moitié du bal. Les musiciens, on les paie à la fin. Donc on verra un petit peu au coup de sifflet final contre l'Ouganda où on en sera à ce moment-là. J'espère que ce jour-là, on sera dans les 2 premiers. Si aujourd'hui, on devait arrêter cette compétition, nous sommes derniers, sauf qu'elle ne serait pas valide parce qu'il manque des matchs. Donc attendons les matchs. Voilà, c'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h, puis à 12h45 pour d'autres informations. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 avec la même passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.